C'est l'actualité des 7 derniers jours, mais qu'en ont pensé nos éditorialistes? Aujourd'hui à mes côtés, Laure Mandeville, grand reporter au Figaro, auteur de Qui est vraiment Donald Trump? C'est paru aux éditions des Équateurs. Merci d'être avec nous. Excellente question. On n'a toujours pas trouvé la réponse. Sauf si on lit le livre de Laure Mandeville. Exactement. Également avec nous, Laure Sivoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, qui vient ce mois-ci donc avec ce double, numéro double comme d'habitude, un double une pour ce mois de juillet. Bienvenue en Tunisie, on l'a compris, hein, c'est l'été et il faut évidemment découvrir ou redécouvrir la Tunisie. L'idée, c'est qu'il y a un retour du tourisme en Tunisie, mais est-ce que le pays qui a vécu quand même des années de crise est prêt à absorber ces nouveaux nombres? Ouais. Est-ce que c'est une situation assez intéressante? En tout cas, il faut aller en Tunisie de toute manière. Et puis, c'est du haut. La Côte d'Ivoire, où les grandes manœuvres ont déjà débuté pour la succession d'Alassane Ouattara, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, puisqu'on n'exclut plus une nouvelle candidature. Peut-être un moyen justement de parer à d'autres candidatures. On en parlera, enfin non, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais je suis sûr qu'on en reparlera très vite avec Ziad Limam. Et puis Alex Taylor, journaliste européen, vous insistez depuis le Brexit. Merci beaucoup, je reste. On va parler football dans un instant avec la Coupe du Monde, bien sûr, une édition 2018 très européenne. Mais d'abord, retour sur la semaine très européenne, elle aussi, de Donald Trump. Le président américain est sur le vieux continent pour une série de sommets rendus totalement imprévisibles par sa seule présence, passant du compliment aux critiques les plus virulentes. Exemple avec l'Allemagne, écoutez ce qu'il dit devant Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. C'était lors du sommet de l'Alliance Atlantique, lors du petit déjeuner mercredi matin. Je dois dire que je trouve très triste quand l'Allemagne conclut un important contrat pétrolier et gazier avec la Russie, alors qu'on est censé se prémunir contre la Russie, et que l'Allemagne dépense des milliards et des milliards de dollars par an en Russie. Donc nous protégeons l'Allemagne, nous protégeons la France, nous protégeons tous ces pays, et ensuite quelques-uns d'entre eux font un pas de côté et concluent un accord de gazoduc avec la Russie, pour lequel ils versent des milliards de dollars. Donc nous sommes censés vous protéger contre la Russie, mais certains paient des milliards de dollars à la Russie et je pense que c'est très inapproprié. Et l'ancien chancelier allemand est à la tête de la compagnie de gazoduc qui fournit le gaz. En fin de compte, l'Allemagne aura près de 70% de son pays contrôlé par la Russie par le biais du gaz naturel. Et vous me dites que c'est approprié? Je veux dire, je m'en suis plaint dès que j'ai été élu. Cela n'aurait jamais dû arriver. Mais l'Allemagne est totalement contrôlée par la Russie, parce que 60 à 70% de son énergie vient de Russie et du nouveau gazoduc. Dites-moi si c'est approprié, parce que je pense que ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est une très mauvaise chose pour l'OTAN, et je ne pense pas que cela aurait dû arriver. Je pense que nous devons en parler à l'Allemagne. En plus de cela, l'Allemagne paie juste un peu plus de 1%, alors que les États-Unis, en chiffres réels, paient 4,2% d'un PIB beaucoup plus important. Donc je pense que c'est inapproprié aussi. C'est un peu long, mais ça permet de voir plusieurs choses, à la fois tout le raisonnement de Donald Trump en boucle aussi, qui martèle donc sa critique envers l'Allemagne. Et puis c'est vrai aussi, il y a parfois aussi dans ce que dit Donald Trump des éléments peut-être de vérité, même si il n'hésite pas parfois à tordre les faits. Laure Mandeville, cette charge, il n'a cessé de la répéter en fait. Et c'est finalement ce qu'on retiendra peut-être de ce sommet de l'OTAN, non? Ça, et puis évidemment son couplet fort et persistant sur l'augmentation du budget de la défense. D'ailleurs, il le dit à la fin. Il le dit à la fin. Les Européens payent pas assez. C'est une assurance défense, l'OTAN? On paye une cotisation pour avoir le droit au parapluie américain, c'est comme ça que c'est... Pas exactement. En tout cas, ça n'a pas commencé comme ça. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître que sur le fond, il a raison. Sur l'affaire russe, par exemple, il est évident qu'il y a un vrai problème avec le choix qui a été fait par l'Allemagne, qui n'est pas un choix seulement énergétique, contrairement à ce qu'a dit Angela Merkel, mais un choix véritablement politique de décider de se mettre dans cette dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Alors, Donald Trump, en fait, me semble-t-il, se trompe sur les chiffres, puisque d'après ce que je comprends, la dépendance actuelle de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie, c'est plutôt 30%.
mais alors en potentiel, est-ce que ça peut devenir 70? Ça, j'avoue, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un énorme scandale et énormément de critiques qui ont été formulées côté américain depuis des années sur le choix, sur ce choix énergétique, et aussi sur le fait qu'un ancien chancelier se retrouve à la tête de ce consortium, puisqu'on avait même beaucoup dit, et ça a notamment été beaucoup dit dans les pays de l'Est, qui étaient très amers, comme la Pologne, les pays baltes, etc., que l'idée qu'il avait presque été acheté. Gerhard Schröder qui est parti chez Gazprom. Était parti chez Gazprom, donc il y avait presque eu, en réalité, un choix géostratégique qui a engagé l'Allemagne pour longtemps, en échange d'un poste à la tête de ce consortium, évidemment extrêmement juteux pour l'ancien chancelier. Donc c'est une vraie histoire. Et de manière générale, moi, ce qui me frappe depuis le début de cette séquence, c'est qu'on a un Donald Trump qui est totalement fidèle à celui que j'ai décrit dans mon livre, et qui est un homme qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, qui est dans le scandale, notamment rhétorique, qui n'est totalement non politique, sans filtre, qui est capable de dire des choses qui peuvent faire hérisser les cheveux sur la tête de tous ses alliés, mais qui en même temps dit un certain nombre de vérités, par exemple aussi sur l'OTAN, parce que c'est vrai que l'Europe ne peut pas continuer à vivre au crochet des Américains, et ça fait des années que les autres dirigeants américains le disent, mais ils l'ont dit de manière tellement polie que rien n'a jamais changé. C'est dommageable ou nécessaire, ça, Alex Taylor? Moi, je me suis surpris cette semaine, en fait, à trouver que Trump joue un rôle très utile. Parce qu'au moins qu'on puisse dire, comme vous avez dit vous-même, c'est qu'il secoue le cocotier, il pose des questions qu'il faudrait poser un jour à l'autre, et pourquoi pas. Aujourd'hui, notamment les questions de défense. Est-ce que l'Europe veut continuer à dépendre des États-Unis? Moi qui suis un Européen convaincu, je pense qu'il parlera après du Brexit et de la Grande-Bretagne. Je parle de l'OTAN. Est-ce que l'Europe veut continuer à dépendre selon une vision du monde qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des États-Unis, demander donc à Uncle Sam de continuer à fournir notre défense? Je pense que c'est l'occasion rêvée. Et Trump, parce que se demander si Trump dit la vérité, enfin, ça n'a absolument pas de sens. Déjà aujourd'hui, c'est totalement contredit. On va le voir tout à l'heure en disant tout et son contraire sur le Brexit. Donc, qu'ils disent la vérité ou pas, c'est pas grave, à mon avis. Au moins, il pose les questions. Il pose une véritable question pour l'Europe. C'est que maintenant que l'ère après la Seconde Guerre mondiale est définitivement révolue, que veut l'Europe pour se défendre? Et c'est le moment de poser la question. Que ce soit Trump, il fallait quelqu'un comme Trump pour que les Européens se posent cette véritable question, qui est la question de l'après-fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'occasion pour l'Europe de se sauver de l'OTAN? Il y a beaucoup de... Comme souvent chez ce président, il y a des bouts de vérité, et puis après on tourne cette vérité, on la tord complètement pour l'amener à un raisonnement qui est largement en plus à destination de ses électeurs au fin fond de l'Ohio, du Wisconsin ou de la Pennsylvanie, pour conforter ses bases. Sur l'histoire de l'OTAN, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas dites. L'OTAN, c'est une organisation américaine qui est au service de la puissance américaine, qui a été construite après la Seconde Guerre mondiale pour fédérer autour de la puissance dominante militaire du moment un certain nombre d'alliés, mais qui sont peanuts. Ça a toujours été conçu comme ça. Quand les États-Unis projettent leurs forces aux quatre coins du monde sur un agenda qui est typiquement américain, je parle de l'Asie, je parle du Moyen-Orient, je parle de toutes sortes de situations, on embarque avec ce qu'on peut les petits Européens qui ont joué au caporal pendant 30 ou 40 ou 50 ans, aux petits caporaux, parce qu'ils avaient la protection. C'était un deal. Alors on peut changer le deal, on peut dire c'est fini, mais c'est pas en culpabilisant les Européens en disant vous ne payez pas assez pour votre défense. En plus, les chiffres, on peut faire ce qu'on veut avec. Quand il dit que les États-Unis payent 4,5%, il faudrait aller voir dans les archives du budget. Non, c'est tout à fait vrai. Les Américains payent actuellement 70%. Alors que mais ce n'est pas une décision. 70% du budget de l'OTAN. C'est très bien, 70%. Mais parce que l'OTAN est une organisation qui est sous commandement américain quasiment, qui sert les intérêts de l'Amérique. Alors on peut changer cette organisation. Mais ça sert avant tout les intérêts de l'Europe. Il ne faut pas non plus exagérer et présenter ça d'une manière bien entendue. Les Européens ont vécu en sécurité depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Certainement. Parce qu'ils avaient un parapluie américain. Certainement. Et quand Alex Taylor Garantie, dit, est-ce que les Européens sont capables aujourd'hui d'assurer leur défense? Pour l'instant, la réponse est non. Quand vous regardez les budgets militaires des Européens, ils ne sont absolument pas prêts à prendre en main leur destin. Donc ils n'arrêtent pas de critiquer les États-Unis, mais ils sont bien contents que les États-Unis payent pour eux. Je suis tout à fait d'accord. Il y avait un deal, cependant. Personne n'obligeait les États-Unis à dépenser des sommes astronomiques en termes d'armement pour assumer leur rôle de puissance. Si tout ça doit changer, changeons-le. Et s'il faut quitter les Américains, quittons les Américains. Mais je dis, il y a quand même des limites au discours moralisateur, culpabilisateur, vous ne payez pas assez, etc. Deuxièmement, il y a des légères fixettes dans tout ça. La fixette allemande, c'est quand même assez stupéfiant. On reproche aux Allemands d'avoir une politique vers l'Est, ce qui est quand même un truc de fou. L'Allemagne est au cœur de l'Europe. Elle a suffisamment, j'allais dire, dans les deux sens, souffert et bavé de ses relations avec l'Est. Madame Merkel, ça n'a pas empêché l'Allemagne de voter les sanctions sur l'Ukraine. Madame Merkel est née dans une Allemagne quand même sous domination soviétique. Elle sait ce que ça veut dire. Donc de lui reprocher d'ouvrir son énergie, d'avoir des affaires plus ou moins cheloues, je suis d'accord avec vous, avec Gerhard Schröder. Très bien. Il y a une vraie contradiction dans la politique allemande. Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi les Européens n'auraient pas des sources d'énergie? Alors si je comprends bien, on écoute Donald Trump, on va aller acheter son gaz, parce qu'il se trouve que les Américains, je découvre ça en cherchant dans les fiches, je découvre que les Américains produisent du gaz maintenant, parce qu'à force de défoncer leur sous-sol, avec le truc chouette, là, comment ça s'appelle, le fracking, ils ont du gaz, et ils pensent qu'ils devraient le vendre. Évidemment qu'ils ont du gaz, mais ils ont à qui on va le vendre? Ils ont également des armes. À qui on va le vendre dans le monde trumpien? Aux petits alliés qui en cassent la bouclée et acheter du gaz américain au lieu d'acheter du gaz russe. Mais c'est pour ça qu'il a tant tenu. C'est de l'impérialisme. C'est de l'impérialisme. Je trouve qu'encore une fois, il y a une part de cinoche invraisemblable politique. Il parle à des tas de gens chez lui. Il pense que les alliances, ça Est-ce que c'est pas plus grave pour la Turquie d'acheter des systèmes antimissiles russes que pour les Européens d'acheter du gaz russe? Ça ne les empêche pas de se rouler. On a quand même, je suis désolée, il faut avoir la mémoire un peu longue et pas courte. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même un chantage au gaz absolument spectaculaire qui a été orchestré par la Russie, qui utilise, on le sait très bien, le gaz et le pétrole comme les principaux éléments de sa politique étrangère depuis plusieurs années, parce que c'était un des éléments principaux de sa puissance pendant qu'elle était en train de reconstituer son potentiel militaire. Et donc, dire que c'est juste une démarche complotiste des Américains pour récupérer les marchés, c'est un peu exagéré. Je pense qu'il est légitime aujourd'hui que les Européens puissent avoir le choix d'utiliser des sources d'approvisionnement alternatives. Et le fait que les Américains, aujourd'hui, proposent un approvisionnement potentiel en gaz liquéfié est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe. Je crois qu'il ne faut pas oublier que Trump, c'est avant tout un homme d'affaires. C'est lui qui revendique ce titre. Il a écrit des livres là-dessus. Et pour chaque problème qu'il rencontre, il dit toujours I'm a dealsman. Je vais chercher un deal. Et s'il a demandé que les pays européens augmentent leurs frais consacrés à la défense, mais pas pour 2024, mais pour dans 9 mois, à des taux complètement inatteignables, c'est parce qu'il y a aussi, auprès de qui pensez-vous que ces Européens vont acheter leurs armes? C'est pas auprès des Chinois, ni auprès des Russes, c'est souvent auprès des Américains. Il y a de juteuses affaires aussi à faire pour la vente d'armes. Mais je crois que aux États-Unis. C'est tout à fait vrai, mais je pense que dans la position américaine de Trump sur cette sortie, par exemple, sur le gaz, n'était pas du tout un hasard. C'est-à-dire, c'est aussi une manière de prévenir le discours général qui a prévalu dans les derniers jours sur le fait que finalement, Trump est dans une séquence qui se termine par Moscou. En réalité, il va aller s'entendre au-dessus de nos têtes, cette peur européenne, qui est légitime d'ailleurs. Est-ce qu'il va aller s'entendre auprès de Moscou, l'idée du condominium, au-dessus de la tête de l'Europe? Et donc, en fait, il met aussi les Européens, d'une certaine manière, face à leurs contradictions. Vous-même, vous êtes dans la main de la Russie. Moi, j'ai été plutôt dur. Regardez, par exemple, sur l'affaire Skripal avec la Grande-Bretagne, j'ai eu une position très dure. J'ai expulsé 60 diplomates. Les Allemands n'ont expulsé que 3, a-t-il dit aujourd'hui, ce qui était assez amusant. Et donc, en gros, il dit, moi, je parle avec les Russes, mais je fais aussi mon boulot. Voilà. Non, il parle
Un mot et après on fera les illustrations. Le monde dans lequel l'Europe a vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est fini, sauf un miracle électoral aux États-Unis, aux midterms, qui viendrait freiner tout ça. Mais c'est clair que idéologiquement, conceptuellement, etc., cette alliance qui a construit la paix pendant 70 ans, elle est plus ou moins morte et enterrée. Et ça serait extrêmement dangereux pour les Européens de vivre dans l'illusion d'être encore le power broker de cette alliance atlantique. Il faut, là je vous rejoins tous les deux, il faut une politique européenne de défense beaucoup plus assumée, il faut une Union européenne beaucoup plus forte, ça va prendre un certain temps, et donc il y a cet interrègne qui peut durer quand même plusieurs années. Construire tout ça, c'est pas facile, et on verra ce que ça donne. Après, il est possible aussi que le règne Trump ne dure pas une éternité, mais ça a quand même pris dans l'opinion publique américaine. C'est-à-dire, pourquoi on paye pour tout ça? Pourquoi cette alliance? Pourquoi on n'est pas America First? Est-ce que je peux juste un tout petit peu vraiment nuancer Alors, ça? rapidement, parce qu'après, il faut qu'on passe au Brexit, mais qu'avant, on voit les dessins. Je ne pense pas que Trump veuille mettre fin à l'Alliance Atlantique. Je ne le pense pas du tout. Je pense qu'en fait, il renégocie. Il y a eu une très intéressante interview de Mike Pompeo, son secrétaire d'État, récemment dans le Wall Street Journal, à Walter Russell Mead, dans lequel il dit « Nous sommes en train de renégocier la nature de nos alliances parce que le monde a changé. Mais ça ne veut pas dire que l'Alliance Atlantique va disparaître. » Et je pense que ce qui est important, c'est de voir dans quel terme ça va se faire. Et je pense que dire voilà, l'Alliance Atlantique est enterrée, c'est pas assez nuancé. Je pense qu'on n'est pas dans le où on est dans une redéfinition de l'ensemble du système international. C'est pas un mec très nuancé. À l'intérieur de nos alliances. Les dessins sur cette question de la défense commune et de l'Alliance Atlantique. De nuances, regardons des caricatures, oui. Elles disent quelque chose. À commencer par ce premier dessin de Martin Woltering, dessinateur des Pays-Bas. Ce qui est intéressant, c'est que avant même que Trump n'arrive quelque part, on peut même faire des dessins et gloser sur l'avant-arrivée de Trump quelque part. Alors là, on l'a en capitaine crochet ou en Trump pirate. Alors moi, j'aime bien le symbole de Twitter sur l'épaule. Voilà, et puis le dollar à la place du crochet et le Twitter ici. Ça dit tout avant son arrivée à Bruxelles. Cet autre dessin toujours des Pays-Bas qui nous vient de Tjeerd Royaerts qui montre cette arrivée fracassante. On commence, dit-il. Alors, il est arrivé vraiment armé de son char. Il n'y est pas allé avec le dos de la main morte, hein, comme dirait l'autre. Et puis, les autres, ils ont bien compris qu'il fallait... C'est marrant parce qu'on ne sait pas si c'est des... Il y a un côté fauteuil et puis bouclier à la fois. C'est la cible, hein. Cet autre dessin de Nicolas Vadot, dessinateur belge qu'on connaît bien ici, pour l'Écho. Cette arrivée donc à Bruxelles a eu lieu entre les deux demi-finales du mondial. Alors voilà, on voit que la France, la Croatie, l'Angleterre et la Belgique ont les yeux rivés plutôt sur la Russie. Alors l'avantage, c'est que Merkel, eh bien, elle est libre ce soir. C'est ce qu'elle dit à Donald à la descente de son avion. En matière de football, cette année, c'est Europe Force Donald, mais moi je suis libre pour dîner. Hell Hall, dit l'autre. On se souvient qu'il avait quand même traité Bruxelles de trou perdu il y a quelque temps, pour rester dans le style trumpien. Eh bien, mal lui en a pris à Angela Merkel. Et c'est Kroll qui nous le raconte avec ce dessin. Sommet de l'OTAN, l'autre Coupe du Monde, où le match de boxe est selon. Prends ça, inutile de vous lire le mot qui se cache derrière ce... Enfin, voilà, il a bien étripé au passage en accusant l'Allemagne d'être donc prisonnière de la Russie. Et puis après, voilà, nous avons quand même de très bonnes relations, nous sommes des partenaires, mais enfin, la Merkel, elle en mène pas large sur ce dessin. Un autre dessin de Joe Bertrams, dessinateur des Pays-Bas pour Kegel Cartoons. Donc même si Trump, évidemment, a fini son tour de piste en assurant quand même l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que quand même, il a été une grosse ombre au tableau et que c'est presque... Le dessin s'appelle Climate Change, c'est presque un changement climatique à lui tout seul, Donald Trump. Et puis ça va vous offrir une petite transition toute faite pour l'épisode anglais de sa tournée. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu C'était le nuage avec la pluie, la transition toute faite. Non, mais vous remarquerez quand même la liaison graphique. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, un dirigeable en forme de Baby Trump a survolé la ville de Londres lors de la visite de Trump
en anglais. Un blimp, Oui, c'est un dirigeable sous forme de bébé. J'ai appris le mot moi-même cette semaine parce qu'on n'a pas, c'est peu commun. Mais blimp, the Trump blimp. Alors c'est un collectif antifasciste britannique qui a eu cette idée folle, et puis avec l'autorisation officielle du maire de Londres, Trump, je ne sais pas si notre maire de Paris se serait prêté à Il en a pris pour son grade d'ailleurs, hein, dans la bouche de Donald Trump aujourd'hui. C'est pas la première fois, Pas la première c'est régulier. Enfin, je trouve qu'on voit tout l'humour britannique en même temps là-dedans. Moi, ça me plaît beaucoup. Et donc, Steph, dessinateur thaïlandais pour The Nation, reprend cette image du baby Trump et résume, voilà, le passage de Trump à Bruxelles lors du sommet de l'OTAN. Ça se passe de commentaires. Mais ça vous offre une transition. Merci beaucoup, Laure, parce qu'on a vu effectivement Angela Merkel malmenée. Eh bien, il faut dire que Theresa May aussi en a pris intéressant, si je peux me permettre. Theresa May aussi en a pris pour son grade. Dans une interview au Sun, Donald Trump lui reproche d'être trop conciliante envers Bruxelles dans son projet de Brexit, et il explique en substance que si c'est comme ça, il n'y aura pas de commerce à attendre, pas de libre-échange en tout cas, pas d'accord à attendre entre Londres et Washington. Et puis aujourd'hui, il est un peu revenu sur ses propos à Chequers lors d'une conférence de presse commune. Écoutez. Je n'ai pas critiqué la Première ministre, j'ai beaucoup de respect pour elle. Malheureusement, une histoire a été racontée, c'était plutôt correct, mais cela n'a pas inclus ce que j'ai dit à propos de la Première ministre. Et j'ai dit des choses formidables. Elle va prendre une décision sur ce qu'elle va faire. La seule chose que je demande à Theresa est de s'assurer que nous puissions commercer sans restriction. Car nous voulons commercer avec le Royaume-Uni et le Royaume-Uni veut commercer avec nous. Que cherche à faire Donald Trump? Il a une idée précise de ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut torpiller tout simplement la sortie en douceur, un Brexit doux, d'après vous, Alex Taylor? Je vous réponds la même chose que je vous ai répondu tout à l'heure. C'est un homme d'affaires. Il veut faire des affaires avec un juteux marché qui est la Grande-Bretagne, et tout d'un coup qui s'est auto-isolé du plus grand marché unique du monde. Mais ce qui est absolument formidable dans ce que vous venez de montrer, c'est qu'il existe des preuves. Ce matin, toutes les télés britanniques diffusaient l'enregistrement sonore de l'interview dans le Sun où il dit pendre de Theresa May. On l'entend le dire. Et puis qui vient, enfin... Parce que là, il parle de fake news devant les journalistes. Ça vous laisse bouche bée quand même. Personne n'aurait jamais... C'est quand même... Il est fort. Oser venir dans une conférence de presse comme il a fait il y a 4 heures pour dire c'est du fake news, je n'ai pas dit ça, quand tout le monde a entendu exactement qu'il avait dit ça. Ce qu'il cherche à faire, c'est... Je vous renvoie à ma première réponse, c'est qu'il secoue le cocotier. Il avait aussi dit la chose très gentille que Boris Johnson ferait un très bon Premier ministre. Démissionnaire cette semaine, il n'est plus secrétaire au Foreign Office. De le voir à côté de cette pauvre Theresa May, parce que ça aussi, ça a changé dans ma tête depuis 2 ans. Cette semaine, tout d'un coup, je commence à la plaindre, parce qu'avec tout ce qui lui arrive, tous les jours, on se réveille, on dit... Ça rend sympathique Theresa May. Est-ce que ça rapproche des Anglais, finalement, de l'Union européenne, de voir Trump plaider pour un Brexit dur? Les Britanniques sont en train de se ranger plutôt vers l'Union européenne, mais pour d'autres raisons. C'est qu'ils s'approchent de la falaise, ils se rendent compte que cette idée est très mauvaise. Mais Theresa May, je ne sais pas si vous avez vu ce sketch des Monty Python, où il y a un soldat qui se bat vaillamment. On lui coupe tout d'un coup un bras, c'est les Monty Python, etc. Ouais. Donc il continue avec un seul bras, on lui coupe l'autre bras. Donc il continue à sautiller comme ça, on lui coupe une jambe. Et là, sur une jambe comme ça, il fait ça en 2 secondes. Je vais finir par vous avoir. Et on lui coupe la dernière jambe. Et on voit cette espèce de tronc avec du sang partout, jaillissant. Et il dit, allez, venez, etc. Theresa May est un peu comme ça. Je veux dire, chaque semaine, que ce soit Boris, que ce soit Trump qui dit votre plan Brexit, le problème du Brexit, c'est que ce n'est pas résolu dans la tête de Theresa May. Vous avez à la tête de ce parti quelqu'un qui a fait cause pour rester dans l'Union européenne. Quand tout d'un coup le référendum est passé, David Cameron est sorti, il y avait vacances, elle a toujours voulu être première ministre, donc elle a dit tiens, je vais y aller. Mais l'ennui, c'est qu'elle y va pour défendre quelque chose contre laquelle elle avait fait campagne. Donc tant qu'il y a cette contradiction dans la tête, je pense que, vraiment, franchement, je suis très étonné. Il y a une semaine, je ne pense pas que j'aurais dit ça, mais je pense que Trump a raison. Oui. Il aurait fallu que Boris Johnson soit Premier ministre, mais pas du tout pour les raisons que Trump a avancées pour moi. Moi, j'aurais voulu qu'il soit là
pour qu'il Assumer. soit confronté et pour qu'il assume ce choix qu'il a tant défendu. Parce qu'au fond, c'est ça. Finalement, ce que dit Trump à Theresa May, ce qu'il a dit dans l'interview, mais c'est le bon sens près de chez vous, il a changé. Non, c'était en fait, vous n'assumez pas le vote des citoyens britanniques. C'est ça qu'il a dit. Mais de manière plus générale, moi, ce que je dirais, ce qui m'a frappé dans la séquence à la fois autant et aujourd'hui, j'ai regardé avec beaucoup d'attention la conférence de presse avec Theresa, c'est que en fait, il ne faut pas oublier, et c'était une des choses que j'écrivais dans mon livre, mais qui n'a pas toujours été comprise ici, à mon avis, c'est qu'on accorde trop d'importance à ce que dit Trump. Et en fait, Trump, il faut le lire, il faut l'écouter d'une certaine manière si vous voulez comprendre ce qu'il dit. Si vous prêtez attention à toutes les phrases qu'il dit, qu'il prononce, vous êtes perdu. C'est-à-dire vous ne comprendrez rien à ce qu'il veut faire. Mais je pense qu'en fait, la presse qui le déteste, en réalité, dans son ensemble, utilise tout ce qu'il dit pour essayer de retourner ses arguments contre lui. Mais en réalité, Trump, il ne faut prêter attention qu'aux choses que Trump répète tout le temps. Et en fait, elles sont assez finalement cohérentes. Il y a une cohérence sur l'Allemagne, sur le commerce, sur l'immigration, les grands thèmes. Et en fait, dans le Brexit, dans l'histoire de Theresa May, c'est sur les détails finalement. Par exemple, il a dit « je me suis trompé, je croyais, j'ai parlé trop vite, je croyais en fait que votre accord, que l'accord de commerce ne serait pas possible avec la formule qu'a proposé Theresa May, je m'aperçois que c'est possible. Donc, Theresa, faites comme vous voulez, on va faire un formidable... C'est confondant pour un homme d'État, quand même, qui est censé... mais c'est comme ça. On inverse les rôles. C'est-à-dire toute la planète doit faire la psychanalyse permanente de Donald Trump pour essayer de comprendre ce qu'il dit, quand est-ce qu'il le dit. En fait, c'est ce qui se passe, parce que c'est lui qui définit le jeu. On va écouter ce qu'il dit, notamment sur l'Europe et l'immigration. On réagira juste après, parce que ce type de propos-là, est-ce qu'on peut quand même s'en désintéresser? C'est pas anodin, écoutez. Je pense que l'immigration a été très mauvaise pour l'Europe. Je crois que l'Europe est un endroit que je connais très bien et que ce qui s'y est passé a été très dur. Je veux dire, vous voyez les mêmes attaques terroristes que moi. Je pense que l'immigration change la culture, que c'est une chose négative pour l'Europe. Je crois que les migrants devraient mieux se comporter car ils changent la culture et mettent la sécurité en danger. Ce sont quand même des paroles fortes. S'il pouvait éviter de se noyer aussi, ce serait sympa. Non, mais je veux dire, ce monsieur, je pense que vous qui avez fait un livre, ce monsieur, il dit la même chose et la raison depuis 30 ans. Oui. Il a des obsessions. Les alliances, c'est nul, ça sert à rien. L'Europe, c'est un poids, c'est ridicule, on n'en a pas besoin. Les émigrants, d'une manière générale, c'est une catastrophe. Ça, avec quand même un sous-texte qui est extrêmement brutal. Hein. La culture, on rentre quand même dans des territoires, ça perturbe les cultures, c'est des apports exogènes dangereux, enfin, alors que l'histoire de la planète et l'histoire des États-Unis en particulier est une histoire, de la famille Trump. Exactement, lui-même. D'ailleurs, ses relations avec l'Allemagne, si on le mettait sur un banc de psychanalyse, je pense qu'on aurait des choses intéressantes à comprendre sur son rapport à l'Allemagne. Bref, donc prenons-le effectivement pour ses bases. Sur l'Union européenne, ce type déteste l'Union européenne. Il a été un partisan du Brexit acharné, il l'a dit pourvu qu'il sorte et on fera un deal. Après, pour lui dire juste après, non, finalement, on ne fera pas de deal parce que vous êtes un peu petit, un peu minable, on s'en fout, après tout. Il n'aime pas l'Union européenne, il n'aime pas l'idée que l'Union européenne représente. C'est un partenaire, une Union européenne plus concentrée, plus homogène, est un partenaire plus complexe sur le plan commercial qu'une Europe où chaque État se retrouverait à dealer avec un géant américain qui pourrait imposer ceci ou cela. Donc tout ça, c'est d'une certaine logique. Sur l'immigration, il ne va pas nous donner les leçons. Je veux dire, lui, il a qu'à, comme il le fait d'ailleurs très mal, gérer sa partie sud, nous laisser, nous, Européens, qui sont quand même toute notre histoire, et le produit d'un mélange entre les cultures historiques et les cultures apportées. Et puis, je ne veux pas vous parler de foot, mais on fera peut-être la transition, etc. Donc, je trouve que quand même, on se laisse piétiner un peu facilement par ce monsieur. Je trouve que les Anglais qui n'ont rien dit pendant toute une matinée après l'interview du Sun, je trouve ça stupéfiant. On parle de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni qui veut sortir à la conquête du monde avec ses bateaux, qui se fait piétiner par... Mais c'est parce que la moitié des... Il faut quand même dire aussi les choses. Oui, la moitié des Anglais sont des leavers. Je pense que la moitié des Anglais, plus de la moitié même, pense précisément que l'immigration aujourd'hui est un facteur de déstabilisation de la culture britannique et de manière générale de la culture européenne. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a eu un sondage cette semaine qui montre que l'immigration est descendue nettement. Maintenant qu'ils ont vu
Notamment, vous oubliez qu'il y a eu The Windrush Scandal, ce scandale des entiers qui sont arrivés, qui a scandalisé même les Brexiteurs les plus fervents. Et selon les derniers sondages, l'immigration est descendue, je ne sais pas, au 10e rang, je crois, des préoccupations, même de ceux qui ont voté Brexit, parce qu'ils ont l'impression que le Brexit, maintenant, s'adresse à ce problème. Moi, il y a une phrase qui est complètement oubliée sur l'Europe et le Brexit de manière générale. Il y a une phrase que personne n'a remarquée cette semaine. Il y avait une conférence sur les Balkans à Londres, où d'ailleurs Boris Johnson était attendu et il ne s'est pas rendu parce qu'il a démissionné ce jour-là. Et le chef d'État de l'un des États qui veut rentrer dans l'Union européenne avait dit, c'est quand même bizarre que certains pays songent à en sortir de l'Union européenne, alors que nous, on essaie d'y rentrer, parce que souvent on oublie, quand on est dehors, à quel point it's a lonely place. On se sent tout seul. Et c'est un endroit solitaire en dehors de l'Union européenne. Et ça m'avait frappé. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été remarqué. Mais c'est justement, toute l'Europe est dans cette histoire. C'est vrai, mais je crois que... vraiment être obligé de passer au dessin, parce que sinon on n'aura pas le temps de dire un mot de football. Du monde. Il faut quand même pouvoir en dire un mot. Allez-y, Laure Mandeville. Beaucoup de un premier dessin de Chapat, dessinateur suisse pour The New York Times, qui montre ce qu'on appelle avoir le cul entre deux chaises. C'est bien la situation actuelle de Theresa May, qui est prise, écartelée entre d'un côté les exigences de l'Union européenne et puis de l'autre côté les partisans du Brexit dur. Et on voit ici Boris Johnson, tout le monde l'aura reconnu. Un autre dessin de Steph, dessinateur thaïlandais pour The Nation. Alors c'est le naufrage du Brexit qui est ici représenté. Tout le monde quitte le navire ou l'épave, dans ce cas-là. On voit effectivement Johnson, mais aussi le ministre du Brexit qui a aussi démissionné cette semaine, David Davis. Bon débarras, dit Theresa May, mais enfin bon, elle est quand même pas dans la meilleure situation. Un petit peu la même idée aussi avec ce dessin de Joep Bertrams, dessinateur des Pays-Bas pour Kaggle Cartoons. Alors toujours là, voilà, dans un paysage abyssal, on touche le fond, les autres ont réussi à s'échapper, et puis elle est vraiment dans de mauvais draps. J'aime bien le jeu de mots Mayday, Mayday, vous savez, c'est ce que disent les marins entre eux ou les aviateurs pour faire un signe de détresse. C'est un peu le cas de Theresa May. Et puis alors, une petite transition, un petit coucou sur le foot, un dessin de Marek, dessinateur belge. Voilà, donc on sait que Trump est en visite officielle depuis 2 jours et qu'il a enfoncé le clou comme si ce n'était pas assez. J'ai dit à Theresa May comment faire, elle ne m'a pas écouté, pardon, je suis en train de lire les mauvaises notes, je suis désolée. Un dessin extraordinaire de Joep Bertrams qui imagine la rencontre entre Trump et puis la reine d'Angleterre. C'est pas God Save the Queen, c'est God point d'exclamation, Save the Queen. Et puis tout le monde aura deviné le petit geste qui se cache derrière l'alliance des deux. C'est terrible. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment on ne le connaît pas personnellement, mais on aurait envie de dire, c'est tout lui. C'est tout lui qui est là. Et puis, enfin, on retrouve le petit dirigeable, le petit Blim. Baby tram. Ce dessin de Dan Ziger, dessinateur des États-Unis, pour The Rutland Herald, qui imagine le tea time avec la reine d'Angleterre. Un insultant ballon en forme de Trump survole Londres pendant la visite à la reine. Alors la reine qui lui dit, certes, c'est assez insultant, mais nous avons pensé que cela pouvait maintenir les Allemands à distance. Ah là là, c'est très British etiquette, j'adore. En tout cas, pendant que Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine, on ne sait pas où les Français auront la tête, soit dans les étoiles, soit dans le sac, parce que ça va dépendre évidemment du résultat de la finale de dimanche. Un pays entier qui espère le retour 20 ans après de la Coupe du Monde. Écoutez ce qu'en dit en tout cas Blaise Matuidi. C'était lors de la dernière conférence de presse qu'ont tenue les Bleus dans leur camp de base à Istra aujourd'hui. Elle est tellement proche, cette coupe, qu'on a envie de la toucher, mais avant de la toucher, il y a 90 minutes, voire 120, il va falloir tout donner. Voilà. Je pense que c'est le match de notre vie. Honnêtement, on a tous, comme je l'ai dit, rêvé de jouer des matchs comme ça, et à nous de mettre tout en œuvre justement pour
réaliser ce rêve qui serait de soulever cette Coupe du Monde. Bah, ce serait énorme, Laure Mandeville. Énorme, et c'est vrai que tout le monde a besoin de victoire, les nations, les individus, et je pense que si la France avait cette victoire, ce serait extraordinaire. Oui. Ziad Limam, il y a évidemment il y a un jeu. Alors on peut pas vous jouer, malheureusement on n'a pas le temps. Ce qu'a dit Antoine Griezmann aujourd'hui est interrogé sur disons la séduction du jeu tricolore. Est-ce qu'il faut jouer un beau jeu? Il dit non. On s'en fiche. Seule la victoire est belle. Seule la victoire est belle, oui. Et ben alors, je croise les doigts et seule la victoire est belle. Quoi qu'il arrive, on sera derrière eux. Oui, enfin, il y aura pas de au moment de la victoire. Et puis si on gagne, je veux dire, tout le monde aura oublié le moins de taille. En tout cas, on peut dire que c'est une équipe qui a suscité l'adhésion. En plus, techniquement, ça se discute, parce que c'est vrai que contre la Belgique, ils ont appliqué un plan de jeu très particulier, mais contre l'Argentine, c'était un petit peu différent. Donc ça dépend des équipes. Je pense que ce qui fait la clé de la force d'une équipe, que ce soit l'attaque, la défense, c'est le team spirit, pour reprendre une expression anglaise qui est extrêmement efficace. C'est la puissance du groupe. S'ils sont ensemble, ils peuvent gagner. Je ne vais pas mettre du Brexit partout, mais... On n'a pas réussi à faire les Anglais. Moi, j'étais... Oui. En fait, le foot, je ne vais pas commenter les techniques, parce que je ne comprends rien. Mais ce que j'ai compris, c'est que, en fait, c'est pas trop mal pour la Grande-Bretagne que l'Angleterre n'est pas arrivée. Parce que vous imaginez, parce qu'ils sont déjà dans une phase de nationalisme, en pensant qu'ils sont supérieurs aux autres, etc. Donc, s'ils avaient gagné en plus le mondial, je crois qu'à long terme, pour la Grande-Bretagne, c'est une très bonne chose, parce que ça va les ramener un tout petit peu au réalisme. Et moi, qui suis britannique d'origine, j'ai vu en 66 l'Angleterre des mains de la reine avoir la Coupe du Monde pour la dernière fois. Et je peux vous dire que maintenant, depuis 1 an que je suis devenu français pour rester européen, allez les Bleus. Je serais ravi si la France, je pense que ce sera une très bonne chose pour la France et surtout pour l'Europe. Laure, Simoes, décidément, les dessins, on imagine que bien sûr les dessinateurs se prêtent à arriver à une victoire des Bleus ou des Croates d'ailleurs, selon la nationalité. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si on a le temps de revenir ensuite sur la Belgique, mais en tout cas, on va commencer par ces dessins qui sont effectivement centralisés sur la France. Ce dessin de Plantu, la nouvelle tour de Babel, le foot, évidemment, ça a été tous ces jours-ci l'unique centre d'intérêt commun. On voit au sommet la Croatie et la France qui vont se disputer, et puis cette galerie de nos joueurs français qu'on chérit par ici. Un dessin de Kurt, dessinateur français, que les Croates nous pardonnent, mais on a envie, comme Macron le crie, de crier « Allez les Bleus », ça permettra peut-être de faire remonter la popularité de Macron et puis le moral des Français au passage. Puis un dessin aussi de Soulcier, dessinateur français pour Télérama. Oui, parce que plus rien ne compte quand il y a le foot. Même le plan pauvreté a été repoussé à cause du mondial de foot à la rentrée. Donc les plus démunis s'organisent. Notre dernière chance, c'est de bien t'entraîner pour que tu sois recruté par le PSG. C'est une option. Et puis si on a peut-être quelques petites secondes supplémentaires, revenir quand même sur cette extraordinaire demi-finale avec la Belgique. Un dessin de Chapat, dessinateur suisse pour Le Temps, qui est un énorme, magnifique hommage à la BD Astérix versus Tintin au pays des soviets. Tout le monde aura reconnu les références. Un album Astérix chez les Belges qui a été aussi beaucoup utilisé pour cette demi-finale, parce que les deux chefs, le gaulois à Barbara Raccourci et le chef belge qui s'appelle, je crois, Septantix ou quelque chose comme ça, et ça a été beaucoup utilisé aussi. Et puis ce dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge pour Le Vif, évidemment ça a été une grande déception en Belgique. À Vif, vous pouvez reprendre le cours d'une vie normale. Nous, les Français, on va garder en France notre cerveau dans le formol encore jusqu'à dimanche soir, si vous permettez. Mais les Belges, eux, ils ont repris un petit peu la vie normale. Et puis pour terminer, ce dessin de Kroll, très drôle pour le soir. C'est le retour des supporters belges au pays après la défaite. Et si on regarde, si on zoome les personnages, on a la guichetière de l'aéroport qui dit bon retour, c'est bien dommage pour le match, elle compatit un petit peu. Alors le premier qui dit quel match, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il y avait un match. T'es venu pour un match, toi? Un match de quoi? Le déni le plus total. Ouais. Puis alors voilà, moi j'aime beaucoup il a même pris la peine de d'écrire retour à l'envers pour que ça fasse un peu alphabet cyrillique.
Merci beaucoup. On aime les Belges. Oui, et puis on souhaite bien sûr les revoir très vite. Balle au pied. Merci beaucoup, Laure Simoes. Merci à Laure Mandeville, à Alex Taylor et à Ziad Limam. Voilà, fin d'une semaine dans le monde, mais on va parler football dans un instant. Restez avec nous.